Cette session, proposée par le Point de contact national ERC, est dédiée à la préparation des candidats à l'appel Synergy Grant 2023. À la date de l'enregistrement de cette vidéo, nous ne disposons que du projet de programme de travail 2023. Celui-ci sera publié à la mi-juillet. Après avoir posé le contexte et fourni quelques rappels généraux sur les appels ERC, nous examinerons en détail le processus et les critères d'évaluation, puis nous détaillerons le contenu et le rôle des différentes parties du dossier. Nous vous donnerons enfin quelques chiffres et liens utiles dans le cadre d'une candidature. Commençons par quelques rappels. L'ERC restera positionné sous le nouveau programme cadre Horizon Europe au sein du premier pilier dédié à l'excellence scientifique. Sa part du budget, à savoir environ 17% du budget global, est aussi maintenue, ce qui va correspondre à environ 16 milliards d'euros pour 7 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les budgets annuels dédiés aux appels ERC vont ainsi pouvoir continuer à progresser, avec un point important pour l'avenir, qui est que ce budget sera dorénavant partagé entre 27 pays et non plus 28 suite au Brexit. Ceci doit permettre de financer notamment plus de 30 projets synergie chaque année, avec un taux de succès qui avoisinait environ 8% lors des derniers appels. Quel est l'objectif de ces budgets? Il s'agit de financer des projets de recherche en rupture que l'on peut définir comme étant aux frontières de la connaissance. Le seul critère d'évaluation est l'excellence scientifique, et cette évaluation est effectuée par des pairs qui sont eux-mêmes des scientifiques. Dans le cas des projets ERC Synergie que nous évoquons dans cette session, le projet est porté par un groupe de chercheurs qui constitue la colonne vertébrale du projet. Ce groupe de chercheurs, qualifié de PI ou Principal Investigators, va disposer d'une autonomie financière sur 6 ans pour développer le projet. La notion de portabilité indique par ailleurs que la bourse est rattachée au PI et qu'il peut changer d'institution d'accueil en cours de projet. Il s'agit par ailleurs d'appels blancs, donc ouverts à toutes les disciplines sans aucune contrainte thématique. La description détaillée des appels est disponible dans les programmes de travail qui paraissent chaque année. L'appel Synergie 2023 devrait être ouvert le 13 juillet 2022 avec une date limite de soumission au 8 novembre 2022. C'est un calendrier indicatif qui reste à confirmer. Cet appel s'adresse à un groupe de 2 à 4 chercheurs, quel que soit le stade de leur carrière, avec un PI référent ou corresponding PI. Un des PI, mais pas le corresponding PI, peut être issu d'un pays tiers, c'est-à-dire hors espace européen de la recherche. On attend un projet de recherche innovant et exploratoire, ce qui est au cœur de l'ERC, et qui ne pourrait être mené par un chercheur seul. Chacun des PI doit aussi démontrer qu'il répond aux critères d'excellence, d'indépendance et de leadership dans son domaine scientifique. Pour l'appel Synergie, le montant de la bourse peut aller jusqu'à 10 millions d'euros pour 6 ans, qui sera proratisé si le projet dure moins longtemps. Et jusqu'à 4 millions d'euros supplémentaires peuvent être demandés pour des raisons bien précises qu'il faut justifier. Un point important est aussi que les candidats à l'ERC, c'est-à-dire les PI, doivent consacrer un minimum de leur temps de travail au projet ERC, qui est d'au moins 30%. Ce temps doit être continu, il ne peut donc y avoir de trou sur la période des 6 ans. Pour les PI rattachés à une institution située en Europe ou dans un pays associé, ils s'engagent à passer au moins 50% de leur temps en Europe pendant les 6 ans que dure le projet. Quelques premiers conseils pour finir ces rappels généraux. Tout d'abord, si l'envie et surtout si l'idée sont là, n'hésitez pas à y aller. Pour que le projet soit pertinent, il est important de bien comprendre les attendus de l'appel et donc de lire les documents associés, notamment le programme de travail et le guide du candidat. Faites-vous aider, ne vous y prenez pas au dernier moment et à l'inverse, prenez le temps nécessaire pour faire mûrir votre projet.
pouvoir le lire à tête reposée et le faire relire par d'autres, notamment d'anciens lauréats qui ont l'expérience et peuvent être de très bons conseils. Sachez écouter mais aussi entendre les critiques et conseils, même s'ils sont contradictoires. Si quelque chose n'est pas clair, c'est sans doute que vous ne l'avez pas assez bien expliqué. Bien sûr, respectez les consignes. Et si votre projet ne passe pas la première fois, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, que la compétition est rude et appuyez-vous sur l'expérience et sur vos rapports d'évaluation pour une nouvelle tentative. Nous allons maintenant insister sur les critères et le processus d'évaluation qui vont guider la construction des documents écrits et qu'il est important de bien comprendre pour se donner les plus grandes chances de succès. Le processus de sélection se fait en 4 temps avec pour commencer la soumission. Celle-ci a lieu en une étape avec dépôt de tous les documents du dossier. Les dossiers éligibles, c'est-à-dire en général quasiment tous, passent ensuite en première étape au cours de laquelle le document scientifique B1 est évalué, ce qui conduit à une première sélection. Un peu moins de la moitié des projets sont alors retenus et passent en seconde étape. L'ensemble du document scientifique est évalué. Les projets retenus à l'issue de cette deuxième étape sont invités pour une audition devant un panel d'évaluation. Ces 3 phases d'évaluation durent globalement 12 mois et se déroulent de manière bien spécifique, comme nous allons le détailler maintenant. L'évaluation s'appuie sur des panels d'expertise scientifique représentant l'ensemble des disciplines telles que nous le présenterons juste ensuite. À la différence des panels d'évaluation des appels ERC individuels, la structure des panels d'évaluation synergie n'est pas très définie. L'ensemble des 85 experts scientifiques vont être mobilisés pour l'évaluation selon une structure dynamique de panel qui évoluera selon les candidatures reçues. À l'étape 1, l'évaluation des seules sections B1 vont être évaluées à distance par 3 ou 4 membres de panel sélectionnés en fonction des mots-clés des projets. Seuls les 5 panel chairs se réunissent pour sélectionner les projets passant à l'étape 2 d'évaluation. Le nombre de projets sélectionnés correspond à 7 fois le budget disponible de l'appel. À l'étape 2, des panels d'évaluation regroupant 17 membres environ sont constitués au regard des candidatures à évaluer à cette étape. Outre les expertises du panel, les panels peuvent faire appel à des revues externes et ou d'experts d'autres panels. Les panels se réunissent pour sélectionner des projets invités à être auditionnés pour l'étape 3. Le nombre de projets sélectionnés correspond à 3 fois le budget disponible. À l'étape 3, de nouveaux panels d'évaluation sont constitués au regard des candidatures retenues pour cette étape. À noter que les panels d'évaluation synergie vont être largement renouvelés pour les appels 2022 et les appels 2023. Nous avons souligné à quel point le choix des mots-clés des propositions est important dans le processus d'évaluation. Voyons à présent les mots-clés proposés. Pour des questions d'organisation, les domaines scientifiques sont structurés en 3 champs disciplinaires, à savoir les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences physiques et de l'ingénieur. Ces champs sont eux-mêmes divisés en sous-catégories qui sont actuellement au nombre de 27. Pour chacune de ces catégories, l'ERC fournit aussi une description plus précise des thématiques couvertes, comme cela est par exemple illustré ici pour le PE11. Pour permettre aux candidats de bien choisir leurs mots-clés, précisons que pour l'appel Synergie, le choix des mots-clés n'est pas hiérarchisé. Pour la 3e étape d'évaluation, l'audition, pour ceux qui y seront conviés, pourrait se dérouler à nouveau, si la situation sanitaire le permet, dans les locaux de l'ERC à Bruxelles, dont vous pouvez voir ici une illustration. Notons que l'ensemble des PI sont présents lors de cette audition. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, la note obtenue après évaluation du projet conditionne la possibilité, ou non, de resoumettre dès l'année suivante. L'idée générale est que les candidats passés en seconde étape peuvent resoumettre dès l'année suivante, quelle que soit leur note, A ou B. Les candidats ayant échoué à l'étape 1 doivent par contre attendre 1 ou 2 ans selon la note B ou C obtenue.
Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations. Et ces critères sont parfaitement connus à l'avance, puisque les questions précises auxquelles doivent répondre les évaluateurs sont fournies dans le programme de travail. Ces questions qui sont listées ici sont de 3 types. Il s'agit tout d'abord du caractère de rupture et de l'impact potentiel du projet. L'enjeu est donc de convaincre du caractère scientifiquement ambitieux du projet, allant au-delà de l'état de l'art, et une notion très importante est celle du high risk high gain, qui sous-entend un bon équilibre entre d'une part les avancées attendues, qui doivent être importantes, et d'autre part la prise de risque qui doit être présente puisque le projet adresse une question ambitieuse. Mais ce risque doit être réfléchi et contrôlé. La seconde catégorie de critères vise les aspects plus techniques. Il s'agit notamment de la faisabilité du projet et de la pertinence de la méthodologie proposée. Tout doit donc être décrit dans le projet avec précision et de manière adaptée et justifiée pour répondre aux besoins du projet. Pour l'appel synergie, la complémentarité des approches scientifiques des différents PI pour répondre aux enjeux scientifiques est également évaluée, et ce, dès l'étape 1. Viennent ensuite les critères liés aux candidats, à savoir leur capacité à mener un tel projet et l'adéquation entre leur expertise scientifique et la proposition. Pour l'appel synergie, la complémentarité des différents PI est également évaluée, et ce, dès l'étape 1. Sur la base de ces critères, nous avons listé ici un ensemble des questions qui peuvent être intéressants pour les candidats de se poser. Pour affiner leur projet, par exemple, quel verrou scientifique le projet va-t-il lever? En quoi le projet va-t-il au-delà de l'état de l'art? Pourquoi est-ce le bon moment? Ou encore, en quoi seule la synergie entre les différents PI permet de répondre à l'enjeu proposé? Les réponses à ces questions doivent pouvoir être trouvées aisément dans le projet pour convaincre les évaluateurs. Ayant compris le principe de l'évaluation, nous pouvons maintenant détailler le contenu du dossier et le rôle de chaque partie. Le dossier est constitué de 2 types d'éléments, à savoir les documents administratifs ici en vert et les documents scientifiques, les fameuses parties B1 et B2, déjà évoquées plus haut, ici en orange. L'ensemble de la candidature est électronique et se fait sur le Participant Portal. La partie administrative est constituée d'un formulaire à remplir en ligne et d'une partie annexe. Le formulaire en ligne intègre toutes les informations administratives liées au projet, mais aussi des éléments additionnels tels que les mots-clés qu'il faut choisir avec attention car ils servent notamment à identifier les experts. On y trouve aussi le résumé du budget qui doit être cohérent avec la proposition scientifique ou encore des aspects liés aux questions éthiques ou de sécurité. La partie annexe est le lieu où déposer les différents justificatifs sous format PDF. Il s'agit notamment de la lettre d'accord de l'institution d'accueil qui doit être signée par le représentant légal. Il faut aussi savoir que les documents en annexe ne sont pas transmis aux évaluateurs. Pour remplir ces parties, faites-vous aider par vos cellules support qui maîtrisent parfaitement ces aspects et contactez-les le plus tôt possible. Les parties scientifiques, qui sont celles dans lesquelles vous allez décrire votre projet, sont au nombre de 2, à savoir les parties B1 et B2, qui ont chacune un rôle et une fonction bien spécifique. Un conseil à nouveau, avant d'en commencer la rédaction, est de bien prendre le temps de mûrir le projet pour que la question centrale et la stratégie proposée soient bien claires dans votre esprit, ce qui facilitera grandement la rédaction. La partie B2, dans le cas de l'appel synergie, contient le budget qui doit être bien justifié. Vous aurez compris que la partie B1 est le seul document évalué à l'étape 1. À lui seul, il doit donc permettre aux évaluateurs d'avoir une vision d'ensemble du projet, à la fois sur le contenu scientifique et sur les porteurs. L'évaluation à cette étape ne fait par ailleurs intervenir que des membres de panel, donc un public multidisciplinaire avec au mieux
un seul spécialiste de votre domaine. D'où la nécessité d'être très pédagogue. Cette partie B1 débute par un résumé qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, mais qui constitue vraiment la porte d'entrée du projet et qu'il est important de bien travailler pour immédiatement capter l'intérêt du lecteur et lui donner envie de lire la suite. Vous disposez ensuite de 5 pages, appelées l'Extended Synopsis, pour convaincre les membres de panel de l'intérêt et de la pertinence du projet. Un conseil est de dérouler une histoire partant du verrou que vous vous proposez de lever, expliquant quel en est l'intérêt, en quoi il est porteur d'avancées scientifiques et comment vous pensez vous y prendre. Vous devez aussi convaincre de la faisabilité du projet, de la complémentarité entre les différents PI et traiter de la question High Risk High Gain, qui est l'un des critères d'évaluation importants, comme nous l'avons vu un peu plus haut. Si vous faites relire votre projet, appuyez-vous sur vos pairs, mais aussi sur des non-spécialistes dont le regard peut être très utile pour affiner des explications et les rendre compréhensibles, même par un large public. Vient ensuite le CV sur 2 pages avec un template qui vous est fourni. Remplissez-le de manière à mettre en valeur tous les éléments en votre faveur et n'oubliez pas que vous vous adressez à un public d'évaluateurs étrangers. Beaucoup, si ce n'est tous, peuvent n'avoir aucune connaissance du système français. Donc évitez le jargon et expliquez ou traduisez tout ce qui mérite de l'être. La partie B1 contient ensuite un tableau dans lequel vous devez lister vos financements en cours ou demandés. Ce tableau peut illustrer votre dynamisme scientifique en montrant votre rôle moteur dans de nombreux projets. Mais soyez vigilant à éviter toute ambiguïté qui pourrait laisser penser que les objectifs du projet ERC sont déjà couverts, ce qui lui ôterait son caractère de rupture. Ces projets peuvent par contre apporter des preuves de concept et ainsi renforcer la faisabilité du projet ERC. La dernière section de la partie B1 est le track record, toujours sur 2 pages par PI, qui permet d'apporter les éléments complémentaires sur votre parcours et d'insister sur vos points forts. Les PI utiliseront le format Early Achievement ou 10-Year Track Record selon leur stade de carrière. Vous pouvez y insérer un court paragraphe sur vous-même au début, faisant ressortir les points forts de votre parcours et de vos acquis, pour fournir en quelque sorte à l'évaluateur des éléments prédigérés en votre faveur qu'il n'aura donc pas à rechercher par lui-même. Vous devez lister une sélection de vos productions, notamment jusqu'à 5 ou 10 publications selon votre stade de carrière, et vous pouvez les accompagner chacune d'une ligne faisant comprendre au lecteur en quoi cette publication est importante par rapport à vous-même ou au projet. Vous pouvez aussi insister sur vos réalisations, vos responsabilités, en vous appuyant toujours sur des éléments concrets. C'est ici, au travers du CV et du track record, que vous êtes évalué en tant que PI. Les éléments présentés ici permettent de justifier la présentation de résultats sur une période plus longue que celle attendue pour votre stade de carrière. La partie B2, pour sa part, n'intervient qu'à l'étape 2 et elle ne sera donc lue que pour les projets atteignant ce stade. Il s'agit cette fois d'un document plus long, de 15 pages, qui doit décrire de manière très précise le projet scientifique. L'évaluation fait ici intervenir, en plus des membres de panel, des évaluateurs extérieurs, qui sont pour le coup des spécialistes de votre domaine et qui vont examiner la pertinence de votre proposition de manière beaucoup plus poussée. Il s'agit donc ici de parler à des scientifiques, pour beaucoup d'entre eux experts de votre thématique, en commençant par un état de l'art ciblé et solide, permettant d'asseoir tout l'intérêt scientifique du projet dans le contexte actuel. Il faut ensuite expliquer et justifier la stratégie globale, les étapes envisagées, les modalités de mise en œuvre de la synergie entre les différents PI, avec un objectif qui doit toujours rester articulé autour de la question scientifique centrale. Les descriptions méthodologiques doivent être très précises, bien structurées, proposant en quelque sorte une feuille de route clé en main pour 6 ans. Les éléments de faisabilité,
les niveaux de risque et la manière de les contourner, ou encore les moyens mis en œuvre, sont à discuter au fur et à mesure, pas à pas, pour consolider l'ensemble de la démonstration. Vous pouvez organiser ces explications comme vous le souhaitez, sans contrainte particulière en termes de rubrique, et en insistant avant tout sur la science que vous allez faire. Des illustrations pertinentes sont toujours bienvenues et vous pouvez aussi insérer des graphes explicatifs, par exemple un diagramme de Gantt, mais uniquement si cela vous semble utile et sans obligation. Hors limite de page et sans limitation, pour chacun des PI, le temps d'implication, les ressources mises en œuvre et le budget selon le tableau à compléter. Une fois ces documents scientifiques B1 et B2 évalués, le panel dispose de l'ensemble des rapports et c'est alors qu'intervient la phase d'audition dont le grand intérêt est de permettre aux candidats de défendre leur projet et au panel de poser des questions pour éclaircir des points qui mériteraient de l'être. Nous ne détaillerons pas ici cette étape, mais proposerons un webinaire ciblé à ce sujet en temps voulu lorsque les candidats concernés seront invités à cet oral. Quelques chiffres et quelques messages pour finir. On peut voir que la majorité des projets déposés s'inscrivent dans un domaine disciplinaire et un seul. Les nombres indiquent le nombre de projets financés lors de l'appel 2020. On note le financement d'un projet s'inscrivant dans les trois panels et malheureusement aucun projet purement SH. En bleu figure le profil des PI à l'échelle des soumissions. On note une majorité de PI ayant un profil Advanced Grant, avec seulement 5% des PI lauréats ayant un profil Starting ou Consolidator Grant, c'est-à-dire moins de 12 ans d'expérience après la thèse. Voyons ici que la France s'est beaucoup mobilisée sur l'appel Synergie 2020, arrivant en tête du nombre de participations. Au final, on retrouve 19 host institutions françaises au sein de 13 propositions financées. En matière de participation des pays tiers, sur les 34 projets sélectionnés, 10 host institutions majoritairement situées en Amérique du Nord sont représentées. Enfin, voici le taux de succès en fonction des pays des host institutions. La ligne rouge indique le taux de succès de l'appel 2020, soit 7,7%. Notons que pour la France, le taux de succès est d'environ 10%. Pour finir, quelques liens utiles. Tout d'abord, le site de l'ERC sur lequel toutes les informations relatives aux appels sont disponibles. Vous pouvez aussi y retrouver des témoignages de lauréats, mais aussi les résumés de tous les projets financés, ce qui peut par exemple être utile si vous vous interrogez sur le positionnement de votre projet par rapport à l'appel. L'ERC a aussi mis en ligne récemment de courtes vidéos intitulées ERC Classes avec des témoignages sur la manière de déposer un projet et nous vous invitons vivement à les visionner. L'autre site de référence pour un candidat est celui du portail du participant sur lequel le projet sera déposé et nous vous conseillons d'y aller très en amont pour vous familiariser et ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la date limite de dépôt. L'appel Synergie est éligible à l'appel MRSEI qui soutient la structuration d'un partenariat en vue d'un dépôt de projet collaboratif européen ou international. L'appel SRSEI vise à aider la préparation à l'audition des projets qui atteignent la troisième étape de l'évaluation. Seuls les projets qui n'auraient pas demandé ou obtenu d'aide MRSEI pourront en bénéficier. Pour finir, quelques mots sur les actions du PCNERC et sur les outils mis en œuvre pour vous aider. Il y a bien sûr avant tout notre adresse mail générique sur laquelle vous pouvez nous contacter. Il y a ensuite le site internet Horizon Europe du réseau des PCN français sur lequel nous mettons régulièrement de nouvelles informations, mais aussi toutes nos interventions nationales ou régionales, notamment en lien avec le réseau des relais. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, à nous faire part de vos besoins. Nous essaierons d'y répondre en temps réel et du mieux possible.